Le scandale de la prison irakienne d'Abu Ghraib. Révélé par le magazine 60 Minutes de la chaîne américaine CBS, ces photos ont fait le tour du monde au printemps 2004, provoquant l'indignation et la colère. Les clichés ont été pris par des soldats américains fiers de leur forfait. Des bad apples, des brebis galeuses, avait alors affirmé le porte-parole de l'armée américaine en Irak aux journalistes de 60 Minutes. Ce soir-là, personne n'était en mesure de contester la théorie des bad apples. Ne jugez pas votre armée sur les actes commis par quelques-uns. À Washington, le scandale d'Abu Ghraib provoque la panique. La commission militaire du Sénat organise en urgence une audition parlementaire. Le premier témoin à être entendu, c'est Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense. À l'époque, les républicains contrôlent tous les rouages de l'administration américaine et ils s'accrochent à la théorie des bad apples comme à une bouée de secours. Cette première audition, comme toutes celles qui suivront au cours des 4 prochaines années, est retransmise en direct par la chaîne parlementaire C-SPAN. La commission militaire du Sénat commence aujourd'hui une série d'auditions pour recueillir des témoignages concernant les mauvais traitements infligés à des prisonniers irakiens par quelques, je répète, quelques éléments des forces armées des États-Unis violant les lois américaines et internationales. Monsieur le secrétaire. Monsieur le Président, je sais que vous êtes avec moi aujourd'hui pour dire au monde, jugez-nous par nos actions, regardez comment les Américains, comment une démocratie traite ses fautes de conduite et le scandale. Constatez la douleur de reconnaître et de corriger nos erreurs et nos propres faiblesses. Je voudrais savoir, monsieur le secrétaire, si un seul des abus commis en Irak a été encouragé, admis ou permis par le règlement ou la politique du département de la Défense. À ma connaissance, sûrement pas. Et lorsqu'on regarde ces sévices et leur cruauté, l'idée qu'il puisse y avoir un règlement qui permette, admette ou encourage ce genre de fait n'est tout simplement pas imaginable. I will faithfully execute the office of President of the United States. The duties of the office on which I am about to enter. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. God bless you all. And God bless America. Tout a commencé dans le plus grand secret, peu après les attentats du 11 septembre 2001. Ce jour-là, 4 avions de ligne sont détournés par des kamikazes de l'organisation terroriste Al-Qaïda, dirigée par l'extrémiste musulman Ben Laden. Provoquant plus de 3000 victimes, c'est le plus grand attentat terroriste jamais réalisé sur le territoire des États-Unis. J'étais l'assistante de la conseillère pour la sécurité nationale, Condoleezza Rice, et je me trouvais à la Maison Blanche ce jour-là. Après que les avions ont touché le World Trade Center, j'ai été évacué avec Condoleezza Rice, le vice-président et quelques autres dans le bunker de la Maison Blanche. The whole building's gone. Holy fucking Jesus! Dès le début, il était clair pour tout le monde que nous étions désormais dans un nouveau paradigme, celui de la guerre contre la terreur. Ce fut quelque chose d'immédiat. Le pays et le gouvernement ont instantanément adopté une attitude de guerre. The search is underway for those who are behind these evil acts. And we stand together to win the war against terrorism. Carte blanche, c'est le mot d'ordre de l'administration républicaine qui se réunit à Camp David, dans la résidence des présidents américains, 4 jours après les attentats. Ces images sont exceptionnelles. On y voit, réunis autour d'une même table, les dirigeants des 4 centres de pouvoir qui conduiront les États-Unis sur le chemin de la torture. D'abord la Maison Blanche, avec le président George Bush et son vice-président Dick Cheney. Face à eux, Condoleezza Rice, conseillère à la sécurité nationale.
Puis le département de la justice, dirigé alors par John Ashcroft. C'est de lui que dépend l'OLC, l'Office of Legal Counsel, le bureau juridique chargé de vérifier la légalité des décisions prises par la Maison-Blanche. Ensuite, le département de la défense au Pentagone, tenu par Donald Rumsfeld. Enfin, le département d'État au ministère des Affaires étrangères du général Colin Powell. Ce jour-là, le président Bush ne fait pas dans la langue de bois. We will find those who did it. We will smoke them out of their holes. We will get them running. And we'll bring them to justice. This is an administration that will not talk about how we gather intelligence, how we know what we're going to do, nor what our plans are. The United States will do what it takes to win this war. Nous entendions les termes guerre contre le terrorisme, guerre contre la terreur, guerre globale contre la terreur, et nous n'aimions pas ça du tout. En tant qu'ancien militaire, avec 31 ans de service dans l'armée, cela ne me plaisait pas, car on ne fait pas une guerre contre des instruments. On ne fait pas une guerre contre des méthodes. On fait la guerre contre des peuples et des États. C'est une définition très ambiguë, comme la guerre contre la drogue ou la guerre contre la pauvreté. On ne peut jamais gagner contre ça. Nous avons fait part de nos interrogations au Dr Rice et à la Maison-Blanche, et on nous a répondu « C'est de la politique. C'est ce que veut entendre le peuple américain. » L'une des attitudes que j'ai constatées au sein du gouvernement, c'est que pour combattre cet ennemi terroriste, les États-Unis allaient devoir se salir les mains. Ils devraient alors avoir recours à des tactiques et des pratiques ou prendre des décisions que certains considéreraient comme non conformes à l'éthique, à la morale ou à la légalité, afin de vaincre cet ennemi terroriste. Le lendemain de la réunion de Camp David, le vice-président Dick Cheney annonce clairement la couleur dans une émission très regardée de la chaîne NBC. Mais dans l'émotion des attentats, rares sont ceux qui mesurent le sens de ces paroles. We also have to work sort of the dark side, if you will. We're going to spend time in the shadows and in the intelligence world. It is a mean, nasty, dangerous, dirty business out there, and we have to operate in that arena. We need to make certain that we have not tied the hands, if you will, of our intelligence communities in terms of accomplishing their mission. Finalement, on peut dire qu'il a été honnête. Il a annoncé au pays tout entier, nous allons opérer dans le secret, nous allons mener une guerre secrète, et personne ne peut dire que le pays n'était pas au courant, puisqu'il l'a dit ouvertement. Le problème, c'est que personne n'a réagi. Nous étions très vulnérables. Les Américains avaient peur. Comment est-ce arrivé ? Et voilà que le vice-président des États-Unis tire parti de cette inquiétude et exploite notre vulnérabilité en disant « Nous allons opérer dans les ténèbres. Nous aurons les personnes qui nous ont fait ça. » C'était le début de cette marche vers la guerre qui a exploité à fond notre vulnérabilité. Et le président de dire « Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. » Tout le monde est tombé dans le piège. Je ne veux pas être contre eux. C'est la seule alternative qu'on a. Et à Washington, rares sont les élus qui ont osé questionner tout cela. Ils ont préféré donner leur feu vert à toutes les décisions qui ont suivi. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Deux semaines plus tard, les États-Unis et leurs alliés déclenchent la guerre contre le régime des talibans qui contrôle l'Afghanistan depuis 1995. Officiellement, l'objectif est de capturer Ben Laden et ses hommes qui ont installé des camps d'entraînement dans tout le pays.
Le 13 novembre 2001, le régime des talibans est renversé. Tandis que les Afghans sortent lentement du cauchemar, des dizaines de barbus en armes et de suspects sont arrêtés. L'armée américaine et la CIA, les services secrets des États-Unis, sont en première ligne. La guerre contre la terreur ne fait que commencer. Vous devez tous le savoir, il y a un avant 11 septembre et un après 11 septembre. Depuis le 11 septembre, on ne prend plus de gants. Dès le début, il était clair que l'interrogatoire et la récolte de renseignements provenant des détenus étaient un élément capital. Comme la priorité du gouvernement était de prévenir de nouveaux attentats, tout le monde était convaincu que le seul moyen d'y parvenir, c'était pour ainsi dire, d'entrer dans la tête des membres d'Al-Qaïda et donc d'interroger les détenus. Or, depuis le début, on craignait que ce qu'on appelait les vieilles règles, c'est-à-dire les conventions de Genève, ou nos lois pénales, que tous ces textes d'une autre époque constituent un obstacle aux interrogatoires. D'où la conviction qu'il ne fallait plus prendre de gants. Signé en 1949 et adopté aujourd'hui par 194 États, les 4 conventions de Genève constituent la pierre angulaire du droit humanitaire international. La 3e convention concerne les prisonniers de guerre, c'est-à-dire les combattants capturés sur le champ de bataille. Le statut de prisonnier de guerre n'est pas automatique. Pour l'obtenir, le combattant doit posséder un signe distinctif, porter ses armes ouvertement et se conformer aux lois de la guerre. En contrepartie, il reçoit certains privilèges, comme le droit de communiquer avec sa famille ou de recevoir des colis. L'article 17 précise que chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer que ses noms, prénoms, grades et sa date de naissance. En d'autres termes, un prisonnier de guerre ne peut être interrogé à des fins de renseignement. Enfin, les 4 conventions de Genève comprennent le même article 3, qui interdit les traitements cruels, tortures et supplices, quel que soit le statut des prisonniers. En 1996, le Congrès américain a voté le War Crimes Act, la loi sur les crimes de guerre, qui sanctionne par la prison à vie ou la peine de mort toute violation grave des conventions de Genève, et notamment de l'article 3. Après le 11 septembre, l'administration Bush s'emploie à se débarrasser des conventions de Genève. L'opération secrète est dirigée par le vice-président Dick Cheney, pour qui l'unique arme de la guerre contre la terreur est le renseignement. Il est clair qu'il y a une personne qui a joué un rôle central dans l'introduction de cette nouvelle politique de mauvais traitement des prisonniers, et cette personne, c'est Dick Cheney, le vice-président des États-Unis. Dès que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'ai parlé avec des officiers de la communauté du renseignement. Ils m'ont dit qu'au cours des 6 semaines qui ont suivi le 11 septembre, le vice-président Cheney a passé quelques jours à l'anglais, dans les quartiers généraux de la CIA. Il insistait pour qu'ils utilisent des techniques d'interrogatoire dures et sales. Le vice-président Cheney était particulièrement impressionné par les techniques utilisées par le gouvernement égyptien pour démanteler l'organisation des frères musulmans. Il pensait que ces techniques avaient été extrêmement efficaces et que les États-Unis devraient suivre l'exemple du gouvernement Moubarak en Égypte. Je ne pense pas que Dick Cheney rendra des comptes un jour pour ce qu'il a fait, excepté à son créateur. Mais j'espère que Dick rencontrera le diable après sa mort, parce que le diable sera un bon ami pour Dick. Pour couvrir la Maison-Blanche, Dick Cheney s'appuie sur des juristes républicains ultra-conservateurs. Lors des auditions qui suivront le scandale d'Abu Ghraib, c'est à eux que les parlementaires demanderont des comptes. Dick Cheney et George Bush ne seront jamais inquiétés, car ils sont protégés par une immunité que le Congrès a toujours refusé de lever. Et c'est bien là toute la limite des auditions parlementaires à l'américaine. Il ne s'agit pas d'une enquête criminelle, mais d'un exercice de démocratie bien encadré où l'on se contente d'interroger certains acteurs et des experts sans que cela n'entraîne de conséquences. Aujourd'hui, nous entamons la 3e audition sur le rôle des juristes de l'administration dans le développement de méthodes d'interrogatoire qui ont soulevé des critiques ici aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
Cette politique a été maintenue secrète et cachée aux membres du Congrès et au peuple américain au nom de privilèges assortis d'une interdiction stricte de divulguer, même partiellement, des documents confidentiels. Pourquoi? C'est inacceptable. Aujourd'hui, nous sommes en présence de deux architectes de cette politique. Si les témoins veulent bien se lever, prêter serment. Voici David Addington, le chef de cabinet de Dick Cheney, surnommé Cheney's Cheney, c'est-à-dire le petit chien de Cheney. Et John Yoo, le numéro 2 de l'OLC, le bureau du ministère de la Justice chargé de conseiller juridiquement la Maison-Blanche. Monsieur Addington, le professeur Yoo a déclaré que dans certaines circonstances, il est approprié et légal de torturer l'enfant d'un détenu pour obtenir du renseignement. Êtes-vous d'accord avec cela? Je ne suis ni pour ni contre, Monsieur le Président. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Je ne suis pas ici pour donner des avis juridiques à votre commission. Vous disposez de vos propres avocats pour vous fournir ces conseils juridiques. Est-ce que le président peut ordonner qu'un suspect soit enterré vivant? Monsieur le Président, je ne crois pas avoir déjà... Je demande votre avis. Émis l'avis que le Président pourrait ordonner qu'on enterre quelqu'un vivant. Parmi les exécutants, il y a aussi Jim Haynes, le chef juridique du Pentagone et l'homme à tout faire de Donald Rumsfeld. Monsieur Haynes, vous venez de dire que vous étiez le chef des juristes du département de la Défense. Est-ce exact? Oui, madame, c'est exact. Et combien de juristes aviez-vous sous vos ordres? Je vais le formuler comme cela. Il y a plus de 10 000 juristes au département de la Défense. Voici enfin Alberto González, le conseiller juridique de George Bush, qui a joué un rôle clé pour l'autorisation des méthodes de torture. Croyez-vous que d'autres dirigeants du monde auraient le pouvoir d'autoriser la torture de citoyens s'ils la jugeaient nécessaire pour leur sécurité nationale? Sénateur, je ne sais pas quelles sont les lois qui lient les autres dirigeants du monde, donc je ne crois pas être en mesure de répondre à cette question. González, Addington, Haynes et Yoo. Les 4 juristes se retrouvaient régulièrement dans le bureau de John Yoo, qui occupait un poste stratégique à l'OLC. C'est lui qui était chargé de rédiger les avis légaux rendus par le ministère de la Justice sur toute question soulevée par la présidence. Ces opinions, comme on dit dans le jargon, ont force de loi et elles constituent une protection juridique pour la Maison-Blanche. Les mémorandums secrets, concoctés par les 4 juristes, ont été déclassifiés après le scandale d'Abu Ghraib. Ils ont décortiqué la loi en se demandant comment pouvons-nous la tordre pour que l'administration Bush puisse faire des choses qui sont totalement illégales et indéfendables. John Yoo a rédigé de longs mémorandums sous la direction d'Addington et d'Alberto González, ainsi que d'une poignée d'avocats, pour tenter de justifier l'injustifiable. Ils ont essayé de rendre légales des choses parfaitement illégales. Le premier mémorandum secret a été rédigé par John Yoo, le 9 janvier 2002. Il écrit que les conventions de Genève ne protègent pas les membres de l'organisation Al-Qaïda ni les talibans, car ceux-ci ont clairement démontré qu'ils ne respectent pas les règles de la guerre, ils refusent de porter l'uniforme et prennent en otage des avions civils. En conséquence de quoi, ils ne sont pas couverts non plus par l'article 3 des conventions de Genève. Ce premier mémorandum est envoyé sous forme de brouillon au département d'État censé donner son avis. Vous souvenez-vous de la réaction de Colin Powell au brouillon? Il voulait appliquer les conventions de Genève à Al-Qaïda et aux talibans. Il pensait que depuis la Seconde Guerre mondiale, nous les avions toujours appliquées, même pour des personnes qui n'avaient pas droit à leurs avantages. Et que c'était dans l'intérêt des États-Unis en général, que c'était bon pour la protection de nos forces, et que nous savions parfaitement comment faire, parce que tout le monde dans l'armée avait été formé pour cela. Notre premier témoin est John Hudson, le doyen et président de l'école de droit de Franklin Pierce de Concord, dans le New Hampshire, qui fut aussi vice-amiral. Doyen Hudson, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Les conventions de Genève ont protégé les troupes américaines de dommages pendant des années. Ce sont nos troupes qui en profitent. À l'origine, les concepteurs américains des conventions les ont considérées comme une manière de protéger les troupes des États-Unis contre l'ennemi, et pas l'ennemi contre les troupes des États-Unis. Si nous commençons à pinailler et à dire « les conventions s'appliquent à celui-ci, mais pas à celui-là, dans ce pays, mais pas dans celui-là », alors les troupes américaines sont subitement en danger. Parce que si nous avons la capacité de faire ce genre de distinction, n'importe quel dictateur sans scrupules fera la même chose, ce qui finira par se retourner contre les troupes américaines. C'était aussi l'avis de Colin Powell. Oui, c'est un chic type. Lui et moi sommes d'accord. Alors que le mémorandum de John Yoo provoque un bras de fer avec le département d'État, Donald Rumsfeld prépare le terrain de l'opinion publique lors de sa première visite dans le camp de détention de Guantanamo. Les premiers prisonniers sont arrivés 11 jours plus tôt. C'est eux que vise le mémo de l'OLC. Rumsfeld sait que l'abrogation des conventions de Genève peut provoquer un tollé. La tactique consiste donc à dire les choses à moitié pour faire tomber progressivement le tabou. The Al-Qaeda is not a country. They did not behave as an army. They did not wear uniforms. They did not have insignia. They did not carry their weapons openly. They are a terrorist network, and it would be a total misunderstanding of the Geneva Convention if one considered Al-Qaeda, a terrorist network, to be an army. Le fait qu'il n'ait pas le statut de prisonnier de guerre ne signifie pas, absolument pas, qu'on puisse les traiter de manière inhumaine, ni qu'on puisse les torturer. Les conventions de Genève sont très claires là-dessus. Justifier la torture, c'était bien le but de la manœuvre bureaucratique. Pour preuve, le mémorandum adressé le 25 janvier 2002 par Alberto González au président Bush. S'appuyant sur les arguments de John Yoo, il écrit « Ce nouveau paradigme rend obsolètes les limitations strictes imposées par les conventions de Genève sur l'interrogatoire des prisonniers. » Puis vient cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Le fait de décider que les conventions de Genève ne s'appliquent pas réduit considérablement la menace d'une poursuite judiciaire dans le cadre de la loi contre les crimes de guerre. Peut-être que nous aurions dû être plus vigilants et nous demander pourquoi il disait cela. Est-ce que ça veut dire que dès le début de la guerre contre le terrorisme, les dirigeants de la Maison-Blanche étaient préoccupés par d'éventuelles poursuites judiciaires ? Apparemment, oui. C'est l'un des tout premiers mémorandums. D'après ce qu'ils écrivent, ils savent donc très tôt qu'ils vont certainement recourir à des techniques qui peuvent être considérées comme des crimes de guerre. Est-ce qu'ils ont écrit tous ces mémorandums pour se protéger ? Je pense qu'ils les voyaient comme une forme d'assurance légale. Ils savaient qu'ils nageaient dans des eaux inconnues et voulaient avoir une sorte de protection. Finalement, c'est le président des États-Unis lui-même qui a pris la décision. Le document clé date du 7 février 2002. Il constitue la base de toute notre politique sur la détention et l'interrogatoire des détenus. Dans cette directive, Bush ne cesse de se couvrir, en rappelant 3 fois que ses décisions sont basées sur les conclusions légales du département de la justice. Puis il introduit une nouvelle notion qui permettra tous les abus, celle de combattants illégaux. Pour endormir les récalcitrants comme Colin Powell, les hommes de Bush ont ajouté une phrase dont l'ambiguïté a été savamment calculée. Les forces armées des États-Unis continueront à traiter les prisonniers humainement dans la mesure où la nécessité militaire le permettra, en accord avec les principes de Genève. Lorsque le mémo a été publié le 7 février et que nous avons pu le lire,
Je me suis dit, comme le secrétaire Powell, le sous-secrétaire, William Taft et les autres membres du personnel, que c'était un bon compromis. Le texte disait, selon la nécessité militaire, pour un militaire comme moi, cela signifiait que si je dois faire quelque chose de grave à un suspect terroriste afin de sauver la vie de mes camarades, je pourrais le faire, et que je ne serais probablement pas poursuivi en justice. Cela ne voulait pas dire que je peux, comme cela s'est passé à Bagram, suspendre quelqu'un à un crochet par une chaleur démente pendant 50 jours jusqu'à ce qu'il meure. En d'autres termes, Colin Powell et le département d'État ont été bernés, ou au minimum anesthésiés par les promesses de Donald Rumsfeld qui, le lendemain de la directive présidentielle, affirme que la décision de ne pas appliquer les conventions de Genève ne changera rien au sort des prisonniers. Le double langage, l'ombre et la lumière. What will be the impact of these decisions on the circumstances of the Taliban and Al-Qaeda detainees? And the answer, in a word, is none. They will continue to receive 3 appropriate meals a day, medical care, clothing, showers, visits from chaplains, Muslim chaplains as appropriate, and the opportunity to worship freely. It turned out that ensuite, nous n'avons plus jamais participé à aucune des discussions qui ont suivi concernant la légalité des décisions prises. Un certain nombre d'avis juridiques ont été émis sans que nous ayons été consultés. Donald Rumsfeld n'avait pas confiance, ni l'envie, ni le désir de travailler avec le département d'État. Pour être franc, je pense qu'il était très jaloux de la célébrité de Colin Powell, tout comme l'était Dick Cheney. Est-ce que le département d'État a été mis sur la touche? Yes. Oui, nous avons été exclus de toutes les discussions postérieures à février 2002. Sur le terrain, en tout cas, les gants tombent définitivement. Le 28 mars 2002, Abu Zubaydah, un lieutenant de Ben Laden, chargé du recrutement, est arrêté au Pakistan. La CIA le transfère dans un black site, une prison secrète en Thaïlande, pour l'interroger. Zubaydah fait partie des Ghost Detainees, des prisonniers fantômes, détenus par la CIA dans le cadre d'un programme éminemment secret baptisé Extraordinary Rendition. Son existence a été dévoilée récemment. Next, a hearing on the policy known as Extraordinary Rendition. Well, thank you. L'une des initiatives qui a suscité beaucoup d'inquiétudes, et tout particulièrement en Europe, c'est la pratique de l'administration Bush dite des restitutions extraordinaires. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce concept, il s'agit de la procédure par laquelle des fonctionnaires du gouvernement des États-Unis capturent des individus suspectés d'entretenir des liens avec Al-Qaïda ou d'autres organisations terroristes pour les transférer vers des pays tiers, tels que la Syrie ou l'Égypte, où, d'après des rapports, ils ont subi des actes de cruauté ou de torture. Certains médias ont appelé cette procédure le programme de torture par procuration. Dr Scheuer, est-ce que je prononce bien votre nom? Scheuer. Il a travaillé au sein de la CIA de 1982 à 2004 et il a passé 19 de ces années à diriger des actions clandestines. Dr Scheuer. Monsieur le Président, le programme des renditions de la CIA a vu le jour à la fin de l'été 1995. Je l'ai créé puis je l'ai dirigé contre des chefs d'Al-Qaïda et d'autres islamistes sunnites d'août 95 à juin 99. La CIA a averti le Président que le département d'État américain avait identifié les pays où les combattants capturés étaient livrés comme des pays qui violent les droits de l'homme. Beaucoup de gens croient que le programme des renditions a vu le jour sous M. Bush en 2001, mais en fait il a débuté en août 1995 sous M. Clinton, et sous M. Clinton, tous ceux qui se faisaient capturer étaient envoyés dans un pays tiers et n'étaient pas détenus par les Américains. Après le 11 septembre et sous le président Bush, les membres d'Al-Qaïda capturés ont été placés sous le contrôle des États-Unis. Les objectifs du programme demeurent les mêmes, à une différence près. M. Bush a demandé que ce soit des agents américains qui interrogent les combattants détenus d'Al-Qaïda.
Lorsque vous avez capturé des individus en Europe ou ailleurs qu'en Afghanistan ou qu'en Irak et que vous les avez emprisonnés ou transférés vers un pays tiers, aviez-vous l'autorisation légale pour le faire? Monsieur, un petit bureaucrate comme moi ne peut pas envoyer un prisonnier dans un autre pays sans le consentement du pouvoir exécutif. À la CIA, on ne peut pas aller aux toilettes sans l'autorisation d'un avocat. Chaque opération du programme des Renditions est examinée par des juristes qui représentent la CIA, le ministère de la Justice et la Maison-Blanche. Aucune opération n'est entreprise sans que les avocats n'aient donné leur consentement et aucune méthode d'interrogatoire n'est utilisée avant que les juristes ne l'approuvent. Apparemment, tout a commencé avec la détention de M. Zubeida. Et c'est là que la CIA a demandé une directive officielle. Tout à fait. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Le sort d'Abu Zubeida a été évoqué personnellement par le président Bush en septembre 2006, au moment où il a annoncé son transfert vers la prison de Guantanamo après 4 ans d'emprisonnement secret. Il en a profité pour justifier les méthodes d'interrogatoire utilisées par la CIA contre le prisonnier fantôme. We knew that Zubeida had more information that could save innocent lives. But he stopped talking. As his questioning proceeded, it became clear that he had received training on how to resist interrogation. And so the CIA used an alternative set of procedures. I cannot describe the specific methods used. I think you understand why. If I did, it would help the terrorists learn how to resist questioning and to keep information from us that we need to prevent new attacks on our country. But I can say the procedures were tough, and they were safe, and lawful, and necessary. On sait aujourd'hui qu'Abu Zubeida a subi le supplice dit de la baignoire, en anglais waterboarding, et qu'il fut le premier d'une liste dont on ne connaît pas encore tous les noms. Est-ce que vous considérez la technique de la baignoire comme de la torture? Pas du tout. Elle a été autorisée par le président et par la communauté juridique américaine. S'il s'agissait de torture, ce serait interdit par la loi et nous ne le ferions pas. C'est un pur non-sens. Le waterboarding est considéré comme de la torture depuis l'Inquisition. C'est de la torture. En tant que citoyen et soldat, je suis horrifié par le bricolage des juristes. C'est de la torture, clairement de la torture. Le waterboarding est-il de la torture? Avant le 11 septembre, cette question eût été inconcevable aux États-Unis. Elle a pourtant été ouvertement débattue au moment de la nomination de Michael McKessie à la tête du département de la justice fin 2007. Le waterboarding est-il constitutionnel? Je ne sais pas ce que recouvre cette technique. Si le waterboarding est de la torture est anticonstitutionnelle. Vous ne savez pas si c'est de la torture. C'est de la torture ou ça n'en est pas? Vous devriez avoir un avis. Le waterboarding est une technique qui consiste à coucher quelqu'un par la force, à recouvrir son visage d'un tissu, puis à mettre de l'eau sur le tissu pour simuler une noyade. Est-ce que c'est constitutionnel? Si cela atteint le niveau de la torture, c'est anticonstitutionnel. Votre réponse est très décevante. Elle est purement sémantique. Désolé. Après le 11 septembre, la CIA n'a pas voulu se contenter d'un simple OK verbal pour éviter les débandades du genre « on n'a jamais dit cela ». L'agence a insisté pour que ses officiers soient protégés par un papier stipulant ce que nous étions censés faire, ce que nous étions autorisés à faire et ce que nous n'étions pas autorisés à faire. La CIA a exigé tout cela. C'était une protection pour vos agents. Oui, pour nos officiers. Nous voulions éviter ce qui se produit toujours avec les politiciens, c'est-à-dire de jeter le blâme sur quelqu'un d'autre. Une fois le papier signé, tout le monde est dans le même bateau.
Le papier dont parle Michael Scheuer est un mémorandum secret de l'OLC daté du 1er août 2002 et signé officiellement par Jay Bybee, le chef de John Yoo. Surnommé le mémo de la torture, ce texte s'emploie à contourner l'interdiction absolue de torturer, entérinée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, puis par la Convention contre la torture, approuvée par les Nations Unies en 1984 et ratifiée par les États-Unis 10 ans plus tard. Qui a vraiment écrit le mémo de l'OLC? Mystère. Diverses sources assurent que c'est John Yoo avec l'aide de David Addington. La seule chose qui est sûre, c'est que le mémo de la torture était adressé à Alberto González et donc à la Maison-Blanche. D'après un article paru dans le Washington Post, la CIA vous a demandé un avis juridique concernant le seuil de douleur qu'un agent des renseignements pouvait infliger à un détenu sans violer la loi de 1994 prohibant la torture. L'article du Post stipule que vous avez présidé plusieurs réunions où diverses techniques d'interrogatoire ont été abordées. Ces techniques incluaient la menace de se faire enterrer vivant ou de subir le supplice de la baignoire. Est-ce que la CIA vous l'a demandé? Je ne me souviens pas exactement si c'est moi qui ai demandé ce mémo, si c'était une demande de la CIA ou si la CIA s'est adressée à moi. Je ne m'en souviens plus, sénateur. Vous n'avez aucune note, aucune information, aucun résumé qui nous éclairait sur une question aussi importante et aussi lourde de conséquences? Je suis certain que nous avons eu des discussions à ce sujet. Au bout du compte, le mémo a été accepté parce qu'il s'agissait de la position et de la décision finale de l'OLC. L'astuce du mémo de l'OLC consiste à redéfinir la torture en plaçant la barre si haute que rares sont les actes qui entrent dans la définition. Pour qu'une souffrance physique soit considérée comme de la torture, il faut qu'elle soit équivalente en intensité à la souffrance qui accompagne une blessure physique sévère, comme la défection d'un organe, l'altération d'une fonction corporelle ou même la mort. La parole est maintenant à Monsieur Coe, le doyen de l'école de droit de Yale. Ayant moi-même travaillé à l'OLC, je comprends la pression que subissent ceux qui rendent des avis juridiques comme celui-ci. Cependant, d'un point de vue professionnel et en tant que professeur de droit et doyen d'une faculté de droit, je dois dire que le mémo de Bybee représente l'avis juridique le plus erroné que j'ai jamais lu. J'ai examiné les rapports rédigés par les États-Unis sur la torture infligée par les troupes de Saddam Hussein. Plusieurs techniques qui sont dénoncées comme la menace de viol ou le fait de faire tomber de l'huile bouillante sur quelqu'un ne répondent pas aux critères définis dans le mémo, alors qu'elles étaient clairement considérées comme de la torture lorsqu'elles étaient commises par Saddam Hussein. J'ai une question. Ne croyez-vous pas que quelqu'un puisse souffrir le martyre sans que cela provoque la défaillance d'un organe? Un exemple, le fait de couper les doigts de quelqu'un n'entrerait pas dans votre définition de la torture? Je ne me souviens pas avoir lu que ce niveau de douleur était nécessaire pour que ce soit considéré comme de la torture. À mes yeux, se faire couper les doigts ressemble à de la torture. Quelles conséquences entraîne cette remise en cause de l'interdiction de la torture pour les États-Unis et le reste du monde? Quand un pays ordinaire torture quelqu'un, on se dit que c'est une violation des droits de l'homme, mais les standards ou les normes restent les mêmes. Mais quand une superpuissance comme les États-Unis viole une norme aussi fondamentale que la prohibition de la torture, cela tend à dégrader la prohibition elle-même. On trouve aujourd'hui un peu partout dans le monde des pays qui justifient l'usage de la torture en invoquant ce que Bush a fait. Moi-même, j'ai rencontré récemment le premier ministre égyptien à qui je dénonçais la torture infligée à des suspects arrêtés dans le Sinaï. Et sans hésiter une seconde, il m'a dit « Mais c'est ce que Bush a fait ». Révélé par la presse peu après le scandale d'Abu Ghraib, le mémo de la torture représente le document le plus compromettant de l'administration Bush. Cette pièce à conviction pourrait envoyer ses auteurs en prison pour complicité de crimes de guerre. Voilà pourquoi John Ashcroft, le ministre de la Justice dont dépend l'OLC, a tout fait pour cacher son existence au Congrès jusqu'au bout. Thank you and welcome, General.
Il y a 3 mémorandums du département de la justice. L'un du 9 janvier 2002 signé par John Yoo, le deuxième d'août 2002 signé par Bybee et le troisième de mars 2003 pour le groupe de travail interagence. Allez-vous fournir ces mémorandums à notre commission? Non, je ne le ferai pas. Je refuse de révéler ces mémos parce que je pense qu'il est essentiel pour la branche exécutive que le président ait la possibilité d'obtenir de son ministre de la Justice un avis confidentiel. Franchement, c'est du mépris pour le Congrès. Vous devez nous expliquer quel privilège vous invoquez pour refuser ce que nous vous demandons. À moins que ce soit un privilège du président, mais rien ne le prouve. Je pense que la Commission ne devrait pas se laisser faire. Est-ce que ces mémorandums sont classifiés? Apparemment, le ministre de la Justice tient une conférence dans les coulisses pour préciser sa position. Je suis en train de demander un conseil qui restera confidentiel. Certains de ces mémos sont peut-être classifiés d'une certaine manière pour certaines raisons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je sais que ce n'est pas un jour facile pour vous, et nous apprécions votre présence ici. Je pense qu'il y a sans doute peu de personnes dans cette salle ou en Amérique qui pensent qu'on ne doit jamais utiliser la torture, surtout quand des milliers de vies sont en jeu. Prenons une hypothèse, nous apprenons qu'une bombe nucléaire a été cachée quelque part dans une ville américaine. Et nous estimons qu'une forme de torture, y compris très sévère, peut nous donner une chance de trouver la bombe avant qu'elle n'explose. Je suis sûr que la majorité des Américains et des sénateurs seront d'accord pour dire « Faites ce que vous avez à faire ». Le problème, c'est que cela doit être très sérieusement encadré et rendu public. Dans ce cas, je suis convaincu que toutes les personnes raisonnables comprendront. L'argument développé par le représentant démocrate pour justifier la légalisation au coup par coup de la torture a été publiquement débattu aux États-Unis. Son nom, le scénario de la bombe à retardement. L'organisation Human Rights First a édité un DVD intitulé Torture en prime time qui montre la banalisation de cet argument à la télévision. Le modèle de cet argument, c'est un programme de télévision appelé 24 heures en français, qui est diffusé depuis 7 ans. Le héros est un agent de renseignement américain du nom de Jack Bauer, qui passe au moins plusieurs minutes par heure à torturer quelqu'un pour obtenir de l'information sur une bombe à retardement. C'est la même histoire chaque semaine dans chaque épisode. C'est un argument grotesque. Tout le monde sait, au sein du gouvernement, qu'il n'y aura jamais ce scénario parfait, où on pourra obtenir le bon renseignement exactement au bon moment. C'est impossible. Ça n'arrive qu'à Jack Bauer dans 24 heures ou à Hollywood. Depuis, à chaque fois qu'on allume son poste, on tombe sur un programme où quelqu'un est torturé. Cela a un impact considérable sur les gens. Cela entretient la peur et surtout, cela a permis aux politiques de donner une légitimité aux décisions prises.